Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par le FIP en Île-de-France. Un webinaire ce matin consacré à une question d'importance s'il en est, puisqu'on va traiter de la notion de maintien dans l'emploi et notamment le maintien dans l'emploi devant être considéré comme un processus d'accompagnement graduel. Bienvenue donc à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le détail de notre présentation, un petit rappel, un petit préambule sur les modalités d'organisation de ce webinaire. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes nombreux d'ores et déjà ce matin à vous être connectés au webinaire et je pense que pour la plupart, vous connaissez un peu la façon de fonctionner désormais de ces webinaires. Vous n'avez pas, vous, personne inscrite et participante à ce webinaire, vous n'avez malheureusement pas la possibilité ni d'ouvrir vos caméras, ni de partager vos réflexions, vos remarques, vos questions avec nous par l'oral. C'est une volonté de notre part. En revanche, et bien entendu, nous sommes tout à fait preneurs tout au long du webinaire, tout à fait preneurs de vos questions et de vos remarques. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de pouvoir passer par l'onglet que vous allez observer sur la droite de votre écran normalement, dans le petit panneau de configuration, de pouvoir, si vous le voulez bien, poser vos questions, noter vos remarques dans l'onglet chatter, qui nous permettra de pouvoir prendre connaissance de vos questions et de vos remarques et de pouvoir, je vais vous parler du programme tout de suite après, qui nous permettra donc de pouvoir recenser vos questions et de les traiter à la fin du webinaire en sollicitant notamment nos intervenants. Ça me permet donc de pouvoir saluer et remercier vivement pour leur présence Najat Fernand, qui est avec nous ce matin, qui est coordinatrice nationale au handicap au sein des ministères sociaux. Bonjour à vous, Najat. Et également Florence Villemain, qui, elle, va nous parler, et je vous en dirai un peu plus dans le programme, qui représente Cap Emploi, et notamment le Cap Emploi des Yvelines 78, et qui nous parlera en détail de l'axe 2 de l'offre de services de Cap Emploi, l'accompagnement dans l'emploi. Bonjour à vous également, Florence. Bonjour à tous. Ce petit tour en vous présentant également Jérémy Vaudel, qui a récemment intégré l'équipe du Handipact Île-de-France. Jérémy qui a un rôle majeur ce matin puisque c'est lui qui aura en charge de recenser, de traiter, de comprendre peut-être vos questions et vos remarques et qui aura la lourde charge de pouvoir du coup transmettre et nous faire partager vos questions en fin de webinaire. Bonjour à toi également Jérémy et bienvenue dans cette belle équipe du Handipact. Merci, bonjour à tous. Je vous le disais, voici le programme du coup que nous vous proposons ce matin pour ce sujet d'importance. Alors, vous le connaissez pour la plupart. Aujourd'hui, les webinaires que souhaite mener le FIP en Île-de-France sont des webinaires relativement courts. On va partager ensemble une grosseur ce matin. Bien entendu, sur la question du maintien dans l'emploi, 1 heure n'est pas forcément suffisant. En tout cas, on a fait le choix de pouvoir traiter ce sujet en 2 temps. Je me proposerai dans un premier temps de pouvoir revenir sur certains éléments qui nous semblent fondamentaux en matière de maintien dans l'emploi, des éléments de cadrage, mais également des éléments concernant la structuration de l'accompagnement au maintien dans l'emploi, qui est concerné, quel est le rôle et peut-être la posture idéale à garder en tête lorsqu'on accompagne une situation de maintien dans l'emploi, et évidemment revenir avec vous sur l'écosystème et notamment tous les acteurs aujourd'hui et prestataires à votre disposition pour pouvoir être accompagnés dans vos mesures de maintien dans l'emploi. Et puis, je le disais, on se gardera un temps conséquent pour pouvoir profiter des interventions de Florence Villemain qui nous présentera l'axe 2 de l'offre de service de Cap Emploi sur l'accompagnement dans l'emploi et également le témoignage de Najat Fernand qui pourra partager avec vous la manière de faire et j'allais dire les bonnes pratiques aujourd'hui à l'œuvre au sein des ministères sociaux en matière de maintien dans l'emploi. Enfin, et surtout n'hésitez pas, nous traiterons et nous solliciterons nos intervenants
sur la base des questions que vous voudrez bien poser dans l'onglet chatter, encore une fois, non pas question, mais chatter, car même si on ne peut pas échanger en direct ensemble ce matin, on est très preneur et très friand de savoir aujourd'hui quels sont vos questionnements, peut-être vos difficultés, vos problématiques ou vos besoins d'éclaircissement sur la thématique du maintien dans l'emploi. Et donc, on sollicitera nos intervenants pendant, allez, on va se donner 20 grosses minutes en fin de webinaire pour pouvoir traiter de ces questions. Je vous propose donc, je vous les ai présentés, Florence Villemain et Najed Fernand, je vous propose donc de rentrer dans le sujet plus en amont et commencer, lorsqu'on parle de maintien dans l'emploi, par certains éléments de cadrage. Alors, ça va vous sembler peut-être une redite pour beaucoup d'entre vous, peut-être même enfoncer une porte ouverte, et pour autant, ça me paraît fondamental de revenir avec vous très rapidement sur la définition légale du handicap. Vous le savez, en tout cas, je le reprends avec vous. Aujourd'hui, la loi de 2005, la loi du 11 février 2005, nous donne une définition légale du handicap qui est la suivante. Constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une fonction physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Bien, voilà la définition, dont acte. Cela étant dit, ce qui m'intéresse en particulier ce matin dans cette définition, et ce qui m'intéresse finalement beaucoup et en règle générale dans cette définition, c'est la notion fondamentale, lorsqu'on parle de handicap, la notion fondamentale d'environnement. En réalité, lorsqu'on traite de handicap, lorsqu'on parle de handicap, la chose la plus importante à retenir n'est pas tellement, me semble-t-il, la notion de handicap en tant que déficience ou en tant que désavantage, mais si on traite de handicap, c'est parce qu'apparaît une déficience, apparaît une incapacité dans un environnement donné, et donc la prise en compte des facteurs environnementaux dans la notion de handicap est fondamentale. Pourquoi ça est fondamental? Pour la simple et bonne raison que pour pouvoir lever la situation de handicap, pour pouvoir accompagner et, disons-le, compenser une situation de handicap, soit on est en capacité de traiter la déficience, de traiter le désavantage, de traiter l'incapacité, disons-le, d'agir sur la sphère santé médicale, lésionnelle du handicap. Bon, ça relève peut-être plus du champ du médical, mais si on est aussi en capacité de pouvoir agir sur l'environnement et donc de faire évoluer les facteurs environnementaux qui, en raison d'une déficience ou d'une incapacité, représentent une limitation de participation à l'activité en société de la personne, si on agit sur ces facteurs environnementaux, et donc vous l'avez compris, en aménageant, en faisant évoluer les environnements, et notamment les environnements professionnels, alors on se donne la possibilité de pouvoir lever la situation de handicap et compenser cette situation de handicap. On le comprend bien dans notre sujet de ce matin sur le maintien dans l'emploi. Il va donc bien s'agir de savoir comment agir sur cet environnement, comment faire évoluer cet environnement, et c'est bien ça dont il s'agit, et c'est bien ça qu'on a souhaité traiter ce matin avec vous sur la thématique du maintien dans l'emploi. Au-delà de cette définition, vous le savez là aussi probablement, les employeurs publics notamment doivent respecter un certain nombre d'obligations, notamment en matière de protection et en matière de protection de la santé de leur personnel. Tout employeur public doit protéger la santé, assurer la sécurité de ses agents et de ses personnels. Et en l'occurrence, de manière légale, ceci représente une obligation de résultat. Il est attendu de la part des employeurs qu'ils fassent en sorte effectivement de protéger la santé de leur personnel et d'assurer leur sécurité. Dans le cadre des obligations, l'employeur public doit également, a l'obligation également d'agir à mesure de ses moyens pour le maintien dans l'emploi de toute personne, de tout agent qui rencontrerait soit une situation de handicap ou plus largement une problématique de santé qui met en jeu son aptitude à son poste. C'est une obligation que de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour pouvoir contribuer au maintien. C'est bien pour ça que là, cette fois, on parlera d'obligation de moyens et non pas de résultats, mais il y a quand même une obligation de moyens et notamment de pouvoir concourir soit à l'aménagement du poste de travail, soit
envisager une réaffectation de l'agent sur un poste avec un environnement mieux et plus compatible avec son état de santé, voire même, lorsque cette réaffectation n'est pas possible, d'envisager un reclassement et peut-être même un reclassement statutaire. Ce sont les obligations que vous, employeurs publics, devez respecter, notamment en matière de maintien dans l'emploi. Toujours dans ce cadre législatif, disons-le, il nous semblait important aussi de revenir très rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, on n'aura pas le temps bien entendu, mais de revenir très rapidement sur certaines évolutions législatives, certaines réformes qui, me semble-t-il, donnent à voir l'importance, l'enjeu et l'ambition qui aujourd'hui est portée notamment par le législateur en matière d'accompagnement et de maintien dans l'emploi et notamment au sein de la fonction publique. Pour le dire plus simplement, il nous semble important de revenir sur deux évolutions fondamentales que sont la promulgation de la loi de transformation de la fonction publique et également, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que cet acronyme revient de plus en plus souvent ces derniers mois maintenant, la mise en place de la PPR, la fameuse période de préparation au reclassement. Pour commencer, parlons de la loi de transformation de la fonction publique. Pourquoi il nous a semblé que cette nouvelle loi est fondamentale en matière de maintien dans l'emploi. Alors, je ne vais pas revenir dans tout le détail de cette loi, hein, qui est conséquente et qui est vraiment fondamentale, mais allez, 3 exemples. La loi de transformation de la fonction publique, notamment à travers son article 40, dit désormais qu'un agent en arrêt pour raison de santé, désormais, a et aura la possibilité notamment de pouvoir suivre une formation ou un bilan de compétences alors même qu'il est encore en arrêt pour raison de santé, pour pouvoir commencer à travailler à son retour à l'emploi, soit sur son poste de manière aménagée, soit peut-être sur un poste différent, voire commencer à initier un processus de reconversion professionnelle. Ça constitue évidemment une avancée majeure. Vous êtes certainement pour la plupart bien placés pour savoir que ça constituait un frein, à savoir ne pas pouvoir engager aucune action tant que l'agent était en arrêt pour raison de santé, et finalement, ça limitait les possibilités d'anticipation et d'engager des démarches permettant d'anticiper le retour à l'emploi de l'agent. La loi de transformation de la fonction publique s'est intéressée et s'est arrêtée sur cette problématique, et aujourd'hui donne la possibilité à un agent, évidemment avec l'accord de l'avis médical, mais donne la possibilité à l'agent de pouvoir commencer à engager une démarche alors même qu'il est en arrêt pour raison de santé, pour pouvoir travailler à son retour à l'emploi. Deuxième exemple, là aussi, qui donne à voir que cette évolution législative, elle veut vraiment favoriser le maintien dans l'emploi des agents rencontrant des difficultés de santé à leur poste. L'article 58 de la loi précise que désormais, il y a la possibilité d'une portabilité des droits du compte personnel de formation entre secteur public et secteur privé. Donc, désormais, ces droits à la formation sont maintenus, même s'il y a un passage du secteur public au secteur privé. Et puis même, la loi précise que désormais, un crédit d'heures supplémentaire sera mis à disposition des agents, notamment lorsqu'il s'agira de prévenir une situation d'inaptitude. Enfin, et à travers le titre 5 de la loi de transformation de la fonction publique, l'article 92 qui s'intitule « La sécurisation du parcours professionnel des agents publics en situation de handicap ». Alors là, on pourrait y passer toute une matinée sur cet article 92, néanmoins, retenons que la loi désormais oblige les employeurs publics à désigner, à formaliser une mission de référent handicap au sein des structures publiques, prévoit également une plus large possibilité d'aménagement des concours pour les agents rencontrant une situation de handicap ou d'une difficulté de santé, parle également et désormais favorise la portabilité des équipements lorsqu'un agent a vu son poste aménagé pour une raison de santé. Si demain il doit changer de structure, eh bien désormais la portabilité des équipements dont il bénéficie est assurée à travers la promulgation de cette loi. Vous l'avez donc vu, la loi de transformation de la fonction publique, même si elle s'intéresse à beaucoup plus de domaines, insiste et renforce les possibilités de pouvoir favoriser le maintien dans l'emploi des agents rencontrant des difficultés de santé et ou une situation de handicap. Deuxième évolution majeure, j'allais le dire comme ça, en termes d'évolution législative,
c'est bien l'arrivée, la sortie de l'ordonnance de 2017 qui désormais met en place une période de préparation au reclassement au sein de la fonction publique et de l'ensemble de ses versants. Alors, de manière législative, les décrets par versant de l'État, de la territoriale, de l'hospitalière ont été promulgués à des dates plus ou moins différentes, mais ça y est, aujourd'hui, tous les versants ont vu leur décret d'application sorti. Donc, désormais, plus rien n'empêche aucun employeur public de mettre en œuvre cette fameuse période de préparation au reclassement. Pour le dire d'un mot, puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui de traiter de la PPR, mais quand même rappelons-le, en quoi ça nous a apparu fondamental lorsqu'on parle de maintien dans l'emploi, parce que cette PPR, finalement, permet aujourd'hui, alors si elle est réservée aujourd'hui essentiellement aux agents titulaires, fonctionnaires et en position d'activité, cette PPR d'une durée d'1 an permet aujourd'hui de, je vais le dire comme ça, structurer et formaliser tout le parcours de l'agent visant son reclassement. Et donc, pendant 1 an, permettre à l'agent de mettre en place une période pendant laquelle il va pouvoir préparer son reclassement, pendant laquelle il va pouvoir réfléchir et élaborer un nouveau projet professionnel, pendant lequel il va pouvoir se former, pendant lequel il va pouvoir tester et s'immerger dans d'autres environnements professionnels. Tout ça en étant, encore une fois, pour une durée maximale d'1 an, en étant, j'allais dire, sécurisé au niveau de son emploi pour pouvoir se concentrer sur sa démarche visant son reclassement. Un avantage très particulier de la PPR est notamment de pouvoir et d'obliger la structuration et la formalisation de ce parcours-là, notamment à travers la signature d'une convention entre l'agent et son employeur. Donc, on va pouvoir poser, s'accorder, définir et suivre dans la durée ce fameux parcours de reclassement et de manière beaucoup plus structurée et beaucoup plus formalisée. Je n'en dis pas plus pour l'instant sur la PPR et je vous invite vraiment, si vous le souhaitez et si vous souhaitez en savoir plus, à vous rendre sur le site du Handipact Île-de-France sur lequel vous retrouverez notamment le kit PPR que nous avons pu travailler avec l'appui d'un certain nombre et de nombreux employeurs publics. Donc, dans le kit PPR, vous retrouverez des outils d'information, de structuration, de formalisation pour pouvoir vous aider, si besoin en était, à mettre en œuvre et à mettre en place cette fameuse PPR au sein de vos organisations. Voilà, en termes de cadrage, ce qu'il nous paraissait important de vous rappeler ce matin. En matière de maintien dans l'emploi et de structuration du maintien dans l'emploi et de cet accompagnement, rappelons quand même quelles sont les étapes du maintien dans l'emploi, parce que le maintien dans l'emploi peut passer par plusieurs étapes, et notamment au regard de la situation particulière de l'agent concerné, et notamment de sa situation de santé. L'agent pourrait être reconnu en restriction d'aptitude sur son poste, auquel cas, avec l'avis de la médecine du travail, si restriction d'aptitude, on pourrait être amené à aménager le poste de travail. Si en revanche l'aptitude ou la restriction d'aptitude n'est pas là, mais que la médecine du travail considère qu'il y a une inaptitude au poste et notamment à la fonction de l'agent, alors on pourrait envisager, et c'est une nouvelle étape, avant peut-être le reclassement, d'envisager une réaffectation, un changement d'affectation qui permettrait à l'agent de pouvoir rester statutairement sur son statut, mais d'envisager un autre environnement de travail. On l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord en travaillant à l'environnement et notamment l'environnement professionnel qu'on pourrait agir à la levée de l'inaptitude ou du risque d'inaptitude, donc peut-être par une réaffectation. Et puis peut-être que cette réaffectation n'est pas possible, n'est pas envisageable, n'est pas souhaitable, même au regard de la santé, auquel cas, on pourrait peut-être même envisager une inaptitude aux fonctions de l'agent, et alors là, on passe encore à une nouvelle étape qui serait l'étape du reclassement statutaire. Et puis, n'oublions pas, malheureusement, ça peut aussi arriver, et ça arrive, parfois l'aménagement, la réaffectation, le reclassement n'est pas envisageable au regard de la situation de santé de l'agent, au regard de la réalité de la structure dans laquelle il agit. Et puis, malheureusement, ça peut aller, ces problématiques de santé, jusqu'à un licenciement pour inaptitude, voire une retraite pour invalidité. Bien entendu, le but du jeu est d'éviter d'aller jusqu'à cette dernière étape. Un principe fondamental dans toutes ces étapes-là,
c'est bien de considérer que la personne, l'agent qui rencontre des difficultés de santé, est bien au centre du dispositif. Il est au centre du dispositif, c'est bien autour de lui que les actions vont se mener, et j'allais dire autour de lui et avec lui. Et bien entendu, alors pardon pour le bien entendu, mais c'est important de le rappeler, pour se donner toutes les chances de réussir une démarche de maintien dans l'emploi, on va le voir, hein, plein d'actions peuvent être menées, plein d'acteurs peuvent être mobilisés, mais un acteur fondamental de ce processus-là, c'est la personne elle-même. Et il faut bien que la personne puisse être pleinement actrice de sa démarche, de son reclassement ou de son maintien dans l'emploi pour se donner le plus de chances que les démarches que vous allez lui proposer, que vous allez accompagner, puissent produire leurs effets. Cette question de comment rendre acteur et comment s'assurer que la personne est elle-même actrice de son propre parcours et de son propre maintien dans l'emploi, c'est une vraie question et certainement qu'on aura l'occasion d'y revenir, notamment à travers les témoignages de ce matin. Rapidement, puisqu'on a parlé de l'importance d'avoir une structuration des étapes de maintien dans l'emploi et en gardant en tête que l'agent doit être au centre du dispositif, ça veut dire que vous, employeur public, vous devez être en capacité de pouvoir détecter à un moment donné, détecter des risques de difficultés des difficultés de santé au poste de travail, des risques, donc savoir être en alerte sur ces risques-là, peut-être de restriction d'aptitude, voire d'inaptitude. Une fois que vous êtes en capacité de pouvoir le repérer, de pouvoir transmettre vos alertes et votre détection auprès notamment des services de santé au travail et des autorités médicales, qui elles-mêmes, dans un troisième temps, vont pouvoir se positionner, évaluer avec leur expertise médicale quelle est aujourd'hui la situation de l'agent au regard de son état de santé, au regard de son environnement de travail, pour pouvoir enfin préconiser un certain nombre d'actions. Et là, on va rentrer dans la gestion des restrictions ou de l'inaptitude. Et donc, on va pouvoir mettre en œuvre des actions. Je n'oublie pas une phase fondamentale, qui est une dernière, mais finalement, la boucle se boucle. Mettre en place des actions, très bien. Être en capacité de pouvoir évaluer l'impact des actions que vous mettez en place, c'est essentiel, évidemment. Et cette évaluation, me semble-t-il, devra être la plus régulière possible et revenir le plus souvent possible sur son œuvre pour savoir et s'assurer que les démarches, les actions que nous mettons en place sont toujours pertinentes, sont toujours à même de pouvoir assurer le maintien dans l'emploi de l'agent concerné. Dans cet environnement-là, dans ce cadre-là, il y a un acteur là aussi essentiel, c'est l'accompagnant. Et ce n'est pas si simple que d'accompagner ces situations-là. Quand je dis c'est pas si simple, il nous semble que pour pouvoir accompagner le mieux possible ces situations de maintien dans l'emploi, ça sous-entend que l'accompagnant doit avoir une posture multiple, professionnelle évidemment, et extrêmement importante. Ça veut dire que l'accompagnant, il doit savoir faire preuve d'objectivité dans la situation qu'il suit. Les situations qu'on évoque sont parfois des situations qui peuvent être plus ou moins difficiles, plus ou moins impactantes, même psychologiquement, pour l'agent comme pour l'accompagnant. Le rôle de l'accompagnant est d'abord et avant tout de pouvoir être efficace en matière de maintien dans l'emploi et donc de pouvoir, en toute objectivité, savoir ce qu'il est possible de faire, pas possible de faire, pas encore possible de faire. Et donc également, il doit savoir faire preuve de réalisme. Tout ne sera pas possible, malheureusement, même si on le souhaiterait. Tout n'est pas possible et il est important, nous semble-t-il, d'être très au clair avec l'agent concerné sur le réalisme des actions que l'agent et son employeur peuvent mettre en place pour pouvoir assurer son maintien dans l'emploi. Ça veut dire également que l'accompagnant doit vraiment être dans une relation de confiance individuelle avec la personne qu'il doit accompagner dans son maintien dans l'emploi. Enfin, le maintien dans l'emploi, on le verra certainement au travers des témoignages qu'on aura tout à l'heure. Parfois, ces actions-là, elles peuvent prendre du temps et on aimerait que ça aille plus vite. Il peut y avoir des difficultés d'ordre de gestion administrative, je le dis comme ça rapidement, des freins. Il peut y avoir aussi chez l'agent concerné une période plus ou moins longue, mais nécessaire, relative, pardon pour ce terme un peu fort, mais peut-être relative aussi à la notion de deuil de son ancienne situation ou de son ancien métier. Lorsqu'il sera
nécessaire de réfléchir à un reclassement et donc à une reconversion et donc à un changement de métier, il ne suffit pas de claquer des doigts et de se dire voilà, vous ne pouvez plus le faire, vous êtes reconnu inapte, donc on va passer à autre chose. Parfois, il est nécessaire aussi de savoir accorder du temps pour une introspection, pour, encore une fois, je réutilise ce terme-là, hein, pour pouvoir permettre à l'agent d'effectuer le deuil de son ancienne situation et de son ancienne situation professionnelle. Et puis enfin, et c'est fondamental, l'accompagnant, s'il a un rôle majeur, central, il ne doit pas, et j'allais dire, il ne peut pas ou il ne doit pas agir seul. La plupart du temps, vous n'êtes pas omniscient, vous n'êtes pas omnipotent, et tant mieux, presque, j'allais dire. Et donc, savoir s'entourer pour pouvoir accompagner au mieux la situation de maintien dans l'emploi de l'agent, c'est fondamental. Savoir s'entourer parce que, notamment, et notamment en interne dans vos différentes structures, vous avez la possibilité de vous appuyer, et j'allais dire, vous devrez vous appuyer autant que faire se peut, sur un écosystème qui est très large, conséquent, et au sein duquel chaque acteur a des outils, a des moyens, a une vision qui va pouvoir être pertinente à prendre en considération en matière de maintien dans l'emploi. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ces acteurs et l'ensemble des moyens qui sont à leur disposition, mais, et je reprends l'idée de l'agent au centre du dispositif, l'accompagnant, considérons que le référent handicap de votre structure est l'accompagnant majeur de la situation de maintien dans l'emploi. Ce référent handicap doit pouvoir s'appuyer sur l'avis, les conseils, la vision de la médecine du travail, mais également, évidemment, du service de ressources humaines ou la direction des ressources humaines pour aussi savoir quelles sont les possibilités concrètes de déboucher lorsque, par exemple, on va parler d'un processus de reclassement. Savoir aussi s'entourer ou profiter de la vision des avis de l'encadrement de l'agent, c'est le manager, son encadrant, de ses collègues également qui peuvent apporter une vision différente de la situation de santé de l'agent concerné, etc., etc., etc. Savoir s'entourer, savoir travailler, et je lance le mot de manière pluridisciplinaire, évidemment, doit être parfaitement envisagé lorsqu'on parle de maintien dans l'emploi. Un petit exemple, alors en fonction des structures et en fonction notamment de vos, de vos ressources en interne, c'est plus ou moins possible que de mettre en place ce que je vais appeler une cellule de maintien dans l'emploi. Au-delà de ça, la philosophie, me semble-t-il, doit être retenue, c'est-à-dire autour de la notion de maintien dans l'emploi doivent être mobilisés les acteurs que je viens de rappeler rapidement juste avant. Pourquoi? Pour pouvoir partager de manière pluridisciplinaire les avis sur la situation, afin de pouvoir évaluer au mieux la situation de l'agent aujourd'hui et peut-être demain, pouvoir proposer, formuler des propositions d'aménagement ou de démarches de maintien dans l'emploi qui soient les plus pertinentes possibles, tenant compte de la réalité de l'agent, tenant compte de la réalité également de vos structures, de ses possibilités et parfois aussi de ses contraintes et de ses freins. Donc, réunir autour de ce qu'on pourrait appeler une cellule de maintien dans l'emploi l'ensemble de ces acteurs-là pour pouvoir suivre dans la durée et régulièrement les situations qui relèvent du maintien dans l'emploi est sans doute une démarche pertinente pour pouvoir se donner le plus de chances possibles de réussir du coup les mesures de maintien dans l'emploi. En résumé, et je m'arrêterai là sur le processus de maintien pour le moment, il me semble important de garder en tête que pour agir le plus efficacement possible au maintien dans l'emploi, ça veut donc dire envisager de mettre en place un processus qui est structuré et idéalement formalisé. Je donnais l'exemple par exemple de la PPR qui va dans ce sens-là, hein, structurer et formaliser cet accompagnement, mais également de pouvoir être bien au clair sur la connaissance dont disposent les agents et dont dispose l'encadrement en matière de possibles au sein de vos organisations, comment nous agissons, avec quels objectifs nous agissons, quels sont nos moyens, quels sont nos freins, pour pouvoir s'assurer notamment de faire preuve de réalisme lorsqu'on va engager des démarches de maintien dans l'emploi et ne pas laisser croire que tout est possible et finalement provoquer une certaine frustration pour vous-même comme pour l'agent lorsqu'on se rendra compte qu'on est parti dans une mauvaise voie, qu'il n'aura aucun débouché parce qu'on pensait que c'était possible, on aurait voulu que c'était,
on aurait voulu que ça soit possible, mais la réalité de vos structures ou de la situation de l'agent fait que la solution envisagée n'était pas possible. Et puis enfin, évidemment, c'est de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'outils. Idéalement, de pouvoir non seulement vous accompagnant peut-être vous appuyer sur un réseau d'acteurs, mais également sur des outils à votre disposition et des acteurs peut-être aussi à l'externe. Je vais aller très vite sur cette partie-là parce que je voudrais vraiment pouvoir passer la parole à nos intervenants désormais. Mais en quelques mots sur les outils aujourd'hui qui sont à votre disposition, ils sont nombreux. On n'aura pas l'occasion de tous les balayer, mais premièrement, vous le savez probablement, mais aujourd'hui, à votre main, vous, employeur public, vous avez un certain nombre de prestataires que vous pouvez mobiliser, dont les prestations sont financées par la GFIP, par le FIP, donc disons-le, hein, des prestations qui sont gratuites, c'est pas anodin que de le souligner. Je pense notamment aux prestations d'appui spécifiques, je pense aussi aux EPAS, des prestations d'études ergonomiques. Je pense à ce nouveau dispositif, alors nouveau entre guillemets, pour les plus anciens d'entre nous, on parlait de la PSOP à l'époque, la prestation spécifique d'orientation professionnelle, qui aujourd'hui s'appelle Inclus Pro. Pardon pour ce résumé, mais bon an, mal an, Inclus Pro est l'équivalent de la PSOP. Donc, voilà, pouvoir aussi profiter de l'intervention d'un prestataire externe pour pouvoir accompagner l'agent dans la définition de son nouveau projet professionnel, tenant compte de sa situation de santé, etc. etc. Donc voilà, un nombre de prestataires conséquent. Je vous rappelle que dans le cadre du Handipact et du site du Handipact Île-de-France, vous avez à votre disposition le guide des acteurs et des dispositifs en Île-de-France, c'est-à-dire un guide dans lequel vous allez retrouver toutes les coordonnées les plus efficaces pour pouvoir prendre attache avec ces différents prestataires, PAS et PAS Inclus Pro. Vous avez également, et vous retrouverez leurs coordonnées également dans ce catalogue des acteurs, à votre disposition des acteurs plus institutionnels. Je pense au CNFPT et à la UNFH lorsqu'on va réfléchir à la notion de formation. Je pense notamment pour les employeurs de la territoriale, évidemment à l'appui plus qu'important des centres de gestion en matière d'accompagnement, de conseil et de suivi aussi des situations de maintien dans l'emploi. Donc là aussi, en externe, tout un réseau d'acteurs à solliciter, à mobiliser à votre disposition pour pouvoir être accompagné et conseillé dans vos démarches de maintien dans l'emploi. Enfin, toujours en termes d'outils, j'oublie pas, ça serait la moindre des choses, j'oublie pas le FIP. Et notamment le FIP à travers son catalogue d'intervention et les aides financières, notamment que le FIP met à disposition des employeurs publics pour accompagner et aider la mise en œuvre effective des mesures de maintien dans l'emploi. Je vais être très basique, mais lorsque le maintien dans l'emploi nécessite un aménagement du poste de travail, l'aménagement matériel, du poste de travail, bien souvent cet aménagement va nécessiter un financement plus ou moins onéreux. Le FIPHFP est évidemment là, entre autres choses, mais évidemment là pour vous aider à financer tout ou partie de ces actions qui vont permettre l'aménagement ou l'accompagnement au maintien dans l'emploi des agents. Je terminerai d'un mot en vous disant, et c'est important, que dans le cadre du Handipact Île-de-France, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du Handipact et notamment dans l'espace boîte à outils, dans lequel je crois, alors il n'y a sans doute pas tout et on peut et tout ça peut, et d'ailleurs on y travaille à l'alimenter et à le faire évoluer. Néanmoins, vous avez d'ores et déjà, me semble-t-il, une boîte à outils relativement conséquente pour vous aider, soit vous informer, soit vous outiller, soit vous orienter en matière de maintien dans l'emploi, aussi bien sur les bonnes pratiques que sur les acteurs et les coordonnées des acteurs, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la boîte à outils du Handipact Île-de-France pour vous outiller en matière de maintien dans l'emploi. Voilà, en quelques mots, ce que je souhaitais en introduction, c'est une longue introduction, me direz-vous, ce que je voulais évoquer avec vous ce matin, avant que de ne passer la parole à nos deux témoins de ce matin. Et en premier lieu, je vous passe la parole tout de suite, la parole à, hop, je le fais passer, à Françoise Villemain. Françoise Villemain, donc,
Je le rappelle, hein, vous représentez ce matin le Cap Emploi des Yvelines et on a souhaité que vous puissiez ce matin prendre un peu de temps pour rappeler aux employeurs publics présents avec nous quel était finalement le rôle et les missions de Cap Emploi, notamment à travers l'axe 2 de son offre de service intitulé Accompagnement dans l'emploi, l'offre de service de Cap Emploi dans ce cadre-là. Je vous passe la main, Françoise, et encore une fois, un grand merci à vous de pouvoir nous présenter Cap Emploi ce matin. Merci Benjamin. Bon, c'est Florence, hein, mais c'est pas grave. Oh, pardon, m'excuser, mes excuses. Pas de problème. Donc, je suis responsable de l'axe maintien dans l'emploi du Cap Emploi 78. Je suis également chargée de mission et je vais vous présenter donc notre offre de service, l'offre de service de l'ensemble des Cap Emploi. Vous pouvez passer, merci. Voilà, donc nous, le Cap Emploi 78, Benjamin, il faudrait la précédente, s'il vous plaît. Merci. Donc le Cap Emploi 78 fait partie d'un réseau de 98 Cap Emploi, piloté par l'AGFIP, l'État, le FIP et le Pôle Emploi. Nous sommes un organisme de placement spécialisé avec une mission de service public. Nous avons pour objectif de favoriser l'embauche durable. Nous sommes acteurs du service public de l'emploi et le maintien dans l'emploi depuis 2018. Nous sommes également opérateurs du CEP depuis 2019. Le CEP, c'est le Conseil en évolution professionnelle, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous avons une présence départementale et notre offre de service est gratuite. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de nos services? Nous nous adressons donc aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et pour les salariés en voie de lettres, qu'ils soient demandeurs d'emploi et dont le handicap constitue le frein principal dans leur parcours professionnel, ou salariés, travailleurs indépendants et agents publics qui souhaitent se maintenir en emploi. Nous adressons également nos services aux employeurs privés et publics, quel que soit l'effectif de l'entreprise, et qui souhaitent recruter ou maintenir en emploi des collaborateurs en situation de handicap. Donc, nous avons deux missions principales. La première est d'accompagner vers l'emploi et elle s'adresse aux demandeurs d'emploi. Nous les aidons à construire un projet professionnel qui va prendre en compte les restrictions d'aptitude, à élaborer un projet de formation pour pouvoir être compétent donc, sur le projet professionnel qui aura été validé préalablement. Nous guidons les personnes dans la démarche de recherche d'emploi et les accompagnons donc jusqu'au recrutement et à l'intégration. Les besoins en compensation seront évalués également et mis en place si nécessaire. Nous accompagnons dans l'emploi les personnes en poste ou en arrêt de travail. C'est le sujet aujourd'hui. Nous informons, nous conseillons, nous analysons la situation en concertation avec les acteurs principaux que sont le salarié, bien évidemment, puisqu'il est au centre de notre intervention, le médecin du travail, les ressources humaines, le responsable hiérarchique ou toute autre personne intéressée, concernée par la situation. Nous accompagnons donc dans la recherche de solutions de maintien et délivrons donc le CEP. Vous pouvez passer au slide suivant, Benjamin, merci. Voilà, donc nous proposons trois types d'interventions. Un service d'expertise ponctuelle à la demande d'un partenaire, le plus souvent le référent handicap de l'établissement ou le médecin du travail, qui nous sollicite pour être aidé à identifier donc des besoins à couvrir et mobiliser donc les réponses adéquates dans le parcours. Les résultats sont alors restitués au demandeur qui, lui, pilote le maintien.
Nous proposons également un service de maintien dans l'emploi donc plus global. Nous accompagnons donc à toutes les étapes du parcours du maintien dans l'emploi. Nous assurons la coordination des acteurs et réalisons un suivi durable. Enfin, nous proposons un service CEP, conseil en évolution professionnelle, seulement si le handicap constitue le frein principal dans le parcours professionnel. Dans la fonction publique, il nous est possible de le mobiliser uniquement si l'agent est en fin de contrat ou si il est fonctionnaire mais qu'il souhaite s'orienter vers le privé. Alors, comment se déroule une intervention dans le cadre du maintien dans l'emploi? Donc, ça commence par un signalement que nous réceptionnons, en général un médecin du travail, ça peut être un médecin du travail, un employeur ou l'agent, hein, tout simplement, va nous alerter sur un risque d'inaptitude ou des restrictions qui ont un retentissement donc sur l'exercice du travail. Nous allons ensuite analyser la demande de la personne qui va nous signaler la situation et recueillir son accord pour qu'on puisse se rapprocher de l'employeur ou de l'agent, selon que c'est l'agent ou l'employeur qui nous sollicite, et pour recueillir l'avis précieux du médecin du travail. Nous allons ensuite, une fois que nous aurons obtenu l'accord de tous, intervenir sur place afin de réaliser un diagnostic croisé et co-construire un plan d'action qui visera à mettre en place des solutions. Après essai et évaluation et possible réajustement, nous rédigerons donc des préconisations qui présenteront là où les solutions retenues. Pour mettre en œuvre les solutions, l'employeur pourra solliciter bien évidemment les aides du FIP hein, qui ont été évoquées précédemment et qui sont recensées dans un catalogue. Enfin, nous réalisons un suivi à 6 mois afin de nous assurer effectivement de la pérennité de la solution mise en place et éventuellement réintervenons si besoin. Benjamin. Donc, je vais reprendre donc le même schéma d'intervention en m'appuyant donc sur une situation réelle qui m'a été relayée par une collaboratrice et qui illustre bien donc la façon dont nous intervenons. Donc, nous avons été sollicités par le médecin du travail à la suite d'une visite de reprise pour un agent régulièrement en arrêt. Donc, cet agent, Monsieur R, est adjoint technique de laboratoire. Il travaille dans un institut national de recherche. Il a été embauché comme stagiaire, puis pérennisé dans son emploi par une titularisation. Donc, c'est un monsieur qui souffre d'un handicap psychique. Il a été agressé pendant sa scolarité et il en a gardé des séquelles. Il a une maîtrise de biologie. Concrètement, il a mis un certain temps pour s'adapter à son poste. Il manifeste des difficultés relationnelles. Il ne mange pas à la cantine, mais néanmoins est totalement opérationnel sur son poste. Cependant, à l'occasion d'un changement d'organisation et de hiérarchie, il est en souffrance, en stress, il s'arrête régulièrement et donc il y a un risque de désinsertion professionnelle. Donc, le médecin donc préconise de mettre ce monsieur à l'abri de stress et contacte nos services pour avoir un éclairage sur les capacités de ce monsieur à exercer son métier et éventuellement quelles sont les ficelles pour pouvoir lever les freins. Donc, nous avons pris alors contact avec l'agent pour analyser la situation et recueillir effectivement son sentiment sur son poste et l'exercice de ses fonctions. Nous lui avons demandé effectivement de l'accord pour pouvoir nous mettre en lien avec son employeur pour commencer
à travailler avec lui. Dans l'immédiat, il n'était pas favorable à ce qu'on se rapproche de son responsable hiérarchique, mais il nous a donné son accord pour qu'on puisse se rapprocher du référent handicap. Ce que nous avons fait. Donc, nous avons présenté au référent handicap la PAS, la prestation d'appui spécifique, donc qui est donc une prestation réalisée par un partenaire spécialisé afin de pouvoir recueillir un éclairage sur la situation de ce monsieur et les moyens de mettre en place un plan d'action. Donc, l'agent a accepté effectivement de rentrer dans cette démarche. Voilà, la prestation consistait en des entretiens donc orientés sur les situations stressantes et la stratégie pour mettre en place et les stratégies à mettre en place pour éviter qu'elles le deviennent trop. Voilà. Donc ce monsieur a été suivi dans le 78 puisqu'il n'était pas mobile et qu'il pouvait pas aller se rendre sur Paris. Voilà. À la suite donc de cette prestation, nous avons organisé une réunion sur site avec l'ensemble des acteurs concernés. Le salarié acceptant à l'issue de cette passe qu'on puisse inviter donc son responsable hiérarchique qui était quand même le principal intéressé dans cette situation. Donc nous avons organisé une réunion donc avec le médecin du travail, le référent handicap, le salarié, le prestataire et le responsable hiérarchique. Un plan d'action a été mis sur pied au regard des conclusions de la PAS. Donc la poursuite du temps partiel thérapeutique, ce qui a été proposé, donc un travail sur la détermination des tâches qui avait été identifié donc avec le salarié. Et ce que le prestataire a proposé également, c'est de sensibiliser l'équipe au handicap psychique de la personne, parce que le constat était que l'équipe était également assez démunie donc par rapport au comportement de cette personne-là et avait besoin effectivement d'être sensibilisée, informée, rassurée. Après évaluation, donc nous avons mis en place un plan d'action. Donc nous sommes réunis donc à nouveau, mais donc nous avons constaté effectivement que malgré donc ce plan d'action qui a été mis en place, restait des difficultés de communication. Et nous avons donc alors procédé à un réajustement en proposant donc l'emploi accompagné, donc qui est un dispositif gratuit d'accompagnement renforcé, sans limite de durée, qui permettra dans cette situation de maintenir donc la communication entre le salarié et sa hiérarchie et ses collègues. Benjamin, je vais terminer sur ce slide. Alors, quels sont les outils et les aides sur lesquels nous pouvons nous appuyer? Donc, pour analyser la situation, donc nous nous appuyons sur, bien évidemment, la visite médicale, la visite organisée avec le médecin du travail à l'occasion de la reprise, mais aussi la visite de pré-reprise donc pendant l'arrêt ou la visite à la demande. Nous nous appuyons sur un diagnostic croisé employeur, agent, médecin du travail. Nous nous reposons également donc sur ces fameuses prestations d'appui spécifiques par type de handicap. Donc, elles couvrent tous les champs du handicap. Là, je vous ai parlé dans la situation précédente, il s'agissait du handicap psychique, mais nous avons des passes pour le handicap moteur, auditif, visuel, cognitif, mental. Voilà. Nous nous reposons également sur les études de poste, les études ergonomiques qui auront pu être réalisées. Nous pouvons également solliciter les PAST, donc l'étude ergonomique approfondie, financée entre autres par le FIP et la GFIP. Voilà, pour aménager les situations de travail,
Nous pouvons nous reposer sur le temps partiel thérapeutique, le temps partiel de droit, le congé pour raison de santé discontinue. Nous pouvons organiser des tests de matériel avec des fournisseurs spécialisés. Et enfin, nous reposons donc sur les aides du FIP pour financer les aménagements de poste, les aides humaines, le transport, les aides techniques. Il existe un catalogue pour cela. Nous pouvons également inviter donc le salarié à mobiliser, à demander la PCH, la prestation de compensation du handicap, auprès de la MDPH. Donc, ce sont des aides financières qui relèvent bien souvent de la sphère personnelle, mais qui parfois se rapprochent de la sphère professionnelle, telle que les transports ou par exemple les appareils auditifs. Pour les personnes qui souhaitent changer d'emploi, qui souhaitent ou qui sont contraintes, nous appuyons donc sur les dispositifs de droit commun, le bilan de compétences, le bilan professionnel qui est réalisé par les conseillers mobilité interne, le compte personnel formation ou encore le CFP, congé de formation professionnelle. Il existe également des aides à la formation financées par le FIP. Nous pouvons aussi mobiliser le dispositif Inclus Pro Formation qui a été présenté précédemment par Benjamin, qui est un dispositif financé à la fois par la GFIP et le FIP et qui est un bilan de compétences, on va dire, approfondi et qui prend en charge bien évidemment le handicap et les restrictions d'aptitude. Enfin, il existe les ESPO et les ESPR qui sont des centres de formation exclusivement destinés aux travailleurs handicapés, inaptes à leur poste et à leur formation. Ces centres de formation vont leur offrir la possibilité donc de travailler un nouveau projet et de se former en vue de la qualification sur le projet qui aura été défini précédemment. Alors, quelles sont les plus-values du Cap Emploi? Nous sommes un acteur neutre et agissons dans le respect de la confidentialité des données relatives à la personne et à la structure pour le bénéfice de chacun. Nous proposons un maillage territorial qui assure une proximité de service et nous permettant une réactivité d'intervention. Nous avons une connaissance approfondie des dispositifs spécifiques et de droit commun, tant dans le domaine de l'emploi et de la compensation du handicap. Nous mobilisons donc les ressources internes et externes et assurons la coordination de leurs interventions. Nous nous appuyons sur des experts dans la mise en œuvre des compensations au regard du handicap. Enfin, nous assurons un suivi durable permettant de sécuriser le parcours professionnel de chaque agent. Pour vous rapprocher donc du Cap Emploi de votre département, je vous invite à consulter donc le lien suivant qui est OPS, qui fédère l'ensemble des Cap Emploi au niveau national. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, merci beaucoup à vous, Florence. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et puis belle performance d'arriver à le faire en un temps aussi réduit. Donc merci beaucoup pour cette présentation et puis je crois très comment dire éclairante, notamment sur l'exemple que vous donniez de cet accompagnement de cet agent au sein de l'Institut de recherche. Voilà, on voit, me semble-t-il, tout l'intérêt de Cap Emploi dans son travail de coordination, d'orchestration et d'accompagnement à l'orchestration avec l'employeur aussi sur une notion de maintien dans l'emploi. Votre capacité à pouvoir analyser une situation, à pouvoir mobiliser des prestataires différents, divers et variés et différents en fonction aussi du moment de ce suivi. Donc voilà, un appui évidemment majeur pour tout employeur et notamment les employeurs publics. Vraiment, n'hésitez pas à prendre attache avec Cap Emploi pour pouvoir être accompagné, aidé, conseillé, outillé. Il me reste, j'ai pas encore plus de mots en et, mais vraiment tout ça, c'est à la main de Cap Emploi. Et je le disais tout à l'heure, dans le fait de savoir s'entourer, ça serait quand même dommage de passer à côté de ces expertises-là.
et de cette connaissance du réseau et du maillage territorial en matière de prestations, il serait dommage de passer à côté de ça et de passer à côté de ce soutien qui permet, on l'a vu, hein, une vraie belle réussite en matière de maintien dans l'emploi et souvent dans des situations complexes ou qui peuvent apparaître les plus complexes. Encore une fois, un grand merci à vous, du coup, Florence. J'aimerais donner la main désormais, si hop, elle le peut, mais normalement, je crois qu'elle le peut, donner la parole à Najette Fernand. Najette, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous, je vous entends avec quelques petites difficultés liées au réseau et je m'en excuse par avance. Donc, si jamais ça dysfonctionne, j'essayerai de rebondir au téléphone. Voilà. Merci Benjamin, bonjour à tous et merci Benjamin d'abord de donner la parole aux ministères sociaux. C'est vraiment un honneur de mettre en avant nos ministères parce que il semblerait, de ce que j'entends de votre invitation, que c'est pour un partage de pratiques, de bonnes pratiques. Donc visiblement, les pratiques portent leurs fruits, mais néanmoins, il y a toujours matière à progresser. Donc, nous sommes en tout cas dans cette dynamique aux ministères sociaux. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, l'idée et de vous présenter les pratiques qui ont cours au sein des ministères sociaux. Donc, j'ai cet honneur et ce plaisir de vous retrouver à ce webinaire. Merci beaucoup. Et peut-être avant de rentrer dans le détail précis de ce qui se fait et comment est structurée la démarche au sein des ministères, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous rappeler un peu votre parcours et votre expérience au sein des ministères? Je crois que ça fait quelques années maintenant que vous connaissez la maison. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quel est votre parcours au sein des ministères sociaux et notamment sur cette thématique de la prise en charge du handicap et de la santé de vos agents? Oui, effectivement, je vais être très, très brève parce que, en fait, ce qui est important de retenir, c'est surtout cette dynamique qu'impulsent les ministères sociaux pour permettre l'inclusion la plus large. Quelques problèmes de réseau, semble-t-il. Et la plus raisonnable possible. J'ai intégré les ministères sociaux il y a une petite vingtaine. Je travaillais auparavant dans le stream, très bien les problèmes. Vous m'entendez ou pas? On y est arrivé. Ça refonctionne, ça refonctionne. Je vous en prie. Benjamin? Oui, moi je vous entends. Vous m'entendez? D'accord, je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Donc, du coup, je vous disais, je pense que c'est là que j'ai été interrompue. Je connais les problématiques dans le secteur privé puisque j'ai exercé pendant une petite quinzaine d'années également dans le secteur privé. Donc, du coup, je suis au fait de ces problématiques et j'ai intégré la mission, on disait mission handicap à l'époque, il y a une petite dizaine d'années où j'ai commencé en étant coordinatrice de cette mission, c'est-à-dire que c'était tout à fait le rôle du référent handicap pour justement accompagner les personnes en recherche d'informations sur leur maintien dans l'emploi, puisque à l'époque, je m'occupais plutôt de l'axe maintien dans l'emploi. J'ai évolué, puisque la fonction publique permet justement d'évoluer de manière tout à fait facilitante. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de piloter cette politique alors j'aime pas dire politique handicap parce que c'est trop restrictif pour nous aux ministères sociaux. On parle de politique d'insertion et de maintien dans l'emploi. Vous dire que ces deux axes sont vraiment fondamentaux et qu'on essaye de faire exactement le même investissement quand on parle d'insertion que de maintien, parce qu'il nous semble très, très important que l'insertion se passe de la meilleure façon possible pour permettre justement après un maintien beaucoup plus aisé et une évolution de carrière, mais on y reviendra, j'imagine, dans la présentation. Merci beaucoup pour ces précisions, Najette. J'allais dire de manière simple, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous illustrer comment aujourd'hui, au sein des ministères sociaux, qui est
pas une mince affaire et qu'il n'y a pas une petite maison, juste en termes de volume notamment. Comment est structurée aujourd'hui la démarche de maintien dans l'emploi? Comment ça fonctionne aujourd'hui chez vous? Alors, effectivement, peut-être qu'un petit mot de rappel pour les participants. Les ministères sociaux, c'est quoi? Parce qu'on parle de ministères sociaux, mais c'est une très, très grande maison. C'est d'une part le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, et d'autre part le ministère de la Santé et des Solidarités. Donc, vous voyez, c'est vraiment deux ministères pilotes en matière d'inclusion, de bienveillance, de vivre ensemble, tout ce qu'on veut mettre derrière justement ce terme d'inclusion. Donc, il nous paraît essentiel, nous, ministères qui portons ces politiques publiques, d'être au moins exemplaire sur nos pratiques et innovant également, parce que l'idée des ministères sociaux, c'est ce que je vous disais en introduction, on ne s'arrête pas simplement à mettre en œuvre des process qui existent, j'imagine, un peu partout, mais également être précurseur en matière d'innovation. Ça ne veut pas ce matin, j'ai l'impression. Pour aller encore plus à cœur, justement, de les accompagner. Vous m'entendez? Je suis désolé, Najat, ça a un peu coupé également. Vous étiez en train de, je pense, illustrer le caractère innovant que vous souhaitiez mettre en œuvre au sein des ministères sociaux. Je pense que c'est ici que ça a coupé. Pardon. Oui, je vous disais que en fait, les ministères sociaux ne s'arrêtent pas à mettre en œuvre des pratiques qui sont déjà mises en œuvre par ailleurs, j'imagine, hein, des pratiques basiques dont vous avez rappelé tout à l'heure l'intérêt, c'est-à-dire l'accompagnement par une cellule pluridisciplinaire, l'acteur central après l'agent, évidemment, c'est le référent handicap qui s'entoure de toutes les personnes compétentes. La structuration, toujours pas. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça y est, ça revient. Moi, je vous en prie. L'acteur central qui est le référent handicap, mais également entouré d'une équipe pluridisciplinaire pour structurer son accompagnement au plus proche et de la réalité du terrain et Ah, quand la technique veut pas, la technique veut pas, je crois. Hein. Oh, je crois que. Est-ce que vous nous entendez, Najat? Ah, là, je crois que nous sommes démunis. C'est le charme de la. Ah, bah, je crois que Najat a des vrais problèmes Vous m'entendez ce matin. Ça y est, on vous entend. Oui, vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous, plutôt que je me connecte au téléphone, ça sera peut-être plus simple, Benjamin? Si vous le pouvez, si vous le pouvez. D'accord, alors attendez, je vais le refaire. J'étais arrêtée où là? Alors, autour de cette question, le rôle du référent handicap, en tout cas pour ce qui me concerne. Hein. On était sur le rôle du référent handicap et puis voilà, au-delà de la pluridisciplinarité et de la mise en place de cette cellule pluridisciplinaire, encore une fois, hein, comment les ministères sociaux veulent aller encore plus loin par rapport à ça. C'est là Benjamin, où je vous appelle, j'arrête mon son ici, d'accord? Très bien. Alors peut-être, j'en profite, c'était pas prévu. Alors malheureusement, si vous m'appelez, je ne sais pas si ça va pouvoir fonctionner comme ça. Ça va fonctionner ou pas, Benjamin? Je pense que c'est compliqué comme ça aussi. Est-ce qu'il y a un autre numéro?
Je crois que normalement, vous avez dû recevoir un mail d'inscription dans lequel il y a la procédure. Alors, attendez voir, parce que du coup, j'ai été au plus vite. Il y a catastrophe. Ce que je vous propose peut-être, en attendant une seconde, c'est de profiter pour poser une petite question que j'ai vue passer dans le chat, et notamment une question qui s'adresserait à vous, Florence, notamment. Alors, je la retrouve, hop, elle est ici, et je crois que ça concernait la mobilisation de ce qu'on appelle les bilans de professionnels ou bilans de compétences. Je vous livre la question, Florence, parce qu'elle est particulièrement adressée à Cap Emploi. Et je vous livre telle qu'elle est écrite. Les bilans de compétences ou bilans de professionnels sont-ils financés par les Cap Emploi ou par les administrations? Car on m'a fait savoir récemment que ces deux types d'accompagnement n'étaient plus financés par les Cap Emploi. Je pense qu'il y a peut-être nécessité de repréciser un peu les choses sur les missions de Cap Emploi, sur la mise en place. Voilà, de quoi on parle quand on parle de bilan de compétences, de bilan professionnel. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces notions et sur les rôles et les missions de Cap Emploi autour de la notion du bilan professionnel et du bilan de compétences, si vous le voulez bien, Florence? Oui, tout à fait. Bon, on s'appuie effectivement sur des mesures de droit commun et le bilan de compétences fait partie du droit commun. Il peut être mobilisé dans le cadre du CPF par l'agent. Le bilan professionnel, il est réalisé en interne aussi. Donc, effectivement, on va privilégier ces aides de droit commun. Néanmoins, si c'est pas ces aides de droit commun, mais on va privilégier ces aides de droit commun. Ah, je m'entends. Vous m'entendez? C'est compliqué, hein? Oui, c'est très compliqué ce matin, je vous le confirme. Allez-y, on vous entend. Donc, voilà. Après, si effectivement l'agent n'a pas la possibilité de réaliser un bilan professionnel ou de faire un bilan de compétences, on peut effectivement faire appel à un CLUPRO, qui est une prestation quand même plus longue, hein, qui peut durer entre 3 et 4 mois, et qui est plus riche, qui propose effectivement des ateliers un peu différents en fait de ce qu'on trouve dans le bilan de compétences, et avec effectivement des professionnels qui sont aguerris au handicap et qui peuvent accompagner. Donc ça va dépendre un peu de la situation de la personne et de la complexité de la situation. Si c'est un agent effectivement qui a le souhait, oui. Allez-y, je vous en prie. Ouais, peut-être. Si c'est un agent qui souhaite évoluer, en fait, par exemple, un simple bilan de compétences peut suffire. Bon, il est reconnu travailleur handicapé, mais voilà, il a le souhait de changer de métier, peut-être anticiper une inaptitude, mais bon, il n'est pas vraiment en difficulté à son poste. On va privilégier le bilan de compétences. Par contre, effectivement, si il est dans une situation difficile, qu'un handicap est survenu, qui remet en question effectivement son aptitude au poste, on va plutôt effectivement mobiliser un CLUPRO. Merci beaucoup pour ces précisions. Je crois qu'elles sont importantes. Je crois que Najette a encore des difficultés. Allez, je continue et je vous pose une nouvelle question, si vous le voulez bien, Florence. Je pense que la question est tournée dans ce sens-là. Je vous la livre. Pour intervenir auprès d'un employeur, je crois comprendre que c'est pour solliciter l'intervention de Cap Emploi auprès d'un employeur. Est-ce qu'il est nécessaire de réaliser, de signer une convention particulière, virgule, une décision de la MDPH pour l'agent est-elle aussi attendue? Je pense que derrière cette question, plus de manière pragmatique, quels sont dans le détail, les employeurs bénéficiaires de l'offre de service de Cap Emploi et comment ça se formalise, du coup, cette intervention, de manière très pragmatique?
Alors, tous les employeurs peuvent bénéficier de notre offre de service, qu'ils soient publics ou privés. Nous accompagnons également donc les travailleurs indépendants. Nous intervenons dès lors que donc le salarié est reconnu travailleur handicapé ou qu'il accepte d'engager la démarche. Donc ça, c'est la petite subtilité, puisque pour les demandeurs d'emploi, ils ne peuvent être accompagnés par le Cap emploi que s'ils sont reconnus travailleurs handicapés, alors que pour les salariés, nous intervenons dès lors qu'ils acceptent d'initier la démarche. C'est-à-dire qu'ils ont déposé leur demande à la MDPH, par exemple. Nous n'attendons pas effectivement le retour de la MDPH pour pouvoir accompagner les salariés. Ensuite, il existe donc un Cap emploi par département et chaque Cap emploi accompagne donc les entreprises du département sur lequel il se situe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait. Et je pense que, alors en tout cas, ma compréhension. Ensuite, comment oui. Allez-y, je vous en prie. Il y a un délai. Sur la contractualisation, c'est ça. Enfin, comment c'est organisé. Sur notre département, on n'a rien de formel. Si on a une fiche de renseignement sur laquelle l'agent ou le salarié accepte qu'on se rapproche et de son employeur et du médecin du travail. Donc, sont les deux acteurs principaux. Donc, il nous faut l'accord du salarié et voilà. Les prestations d'appui spécifiques, toutes les prestations finalement financées par le FIP que nous mobilisons requièrent l'accord du salarié. Très bien. On ne peut pas faire sans son accord à toutes ces étapes. Et évidemment, et c'est important de pouvoir obtenir cet accord-là. Najat, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Quelle magie. Vraiment désolée pour ces problèmes techniques, mais je pense que ça sera mieux en audio si vous m'entendez bien. Écoutez, en tout cas, on vous entend. Je me permets juste une petite parenthèse. On va tout faire en sorte pour se retrouver en présentiel un jour ou l'autre. Parce que du coup, ces modalités de visiotechnique, etc., je pense que pour vous, comme pour tout le monde, à un moment donné, on a envie de se retrouver et que ça soit plus simple. Je ferme cette parenthèse et je vous relaisse la parole, Najat, si vous voulez bien, parce que ça serait dommage de ne pas profiter de votre retour d'expérience sur la structuration du maintien dans l'emploi au sein des ministères sociaux. Je vous laisse la parole, je vous en prie. Merci beaucoup, Benjamin. Et vraiment, j'aimerais tellement être vraiment parmi vous, même virtuellement, mais malheureusement, problème technique ce matin, c'était un peu compliqué. Donc, je reviens à l'exemple des ministères sociaux. En fait, aux ministères sociaux, j'ai un peu de mal à vous donner des exemples. Vous avez été parfait dans votre présentation au départ. Donc, du coup, je vais reprendre tout ce que vous avez dit avec beaucoup d'expertise et de technicité. Je vais juste illustrer à peu près comment ça fonctionne et la meilleure façon, il me semble, c'est de donner des exemples. Nous avons souhaité être novateurs, précurseurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et en matière d'accompagnement, nous avons mis en place la sensibilisation des équipes bien avant que, en fait, ce soit quelque chose qui soit formalisé de manière institutionnelle. Les équipes qui accueillent un nouvel agent ont systématiquement, alors soit à leur demande évidemment, ou soit à la demande de l'agent, une sensibilisation au handicap. Et quand je dis handicap, c'est tout type de handicap pour éviter de stigmatiser, en allant du global vers le particulier, pour justement permettre une meilleure compréhension de tous. J'ai en tête le recrutement d'une personne sourde qui a été recrutée par la voie spécifique de l'article 27 de la loi de 84. Alors, j'imagine que cet article parle aux
à la majorité des participants. C'est un recrutement qui permet de ne pas passer les concours de droit commun et donc d'être recruté sur titre. Cette personne a donc réussi ce recrutement, puisque c'est un recrutement. Elle a été formée dans un IRA, les instituts régionaux d'administration qui forment la majorité des cadres, et c'est in fine vu intégrer les ministères sociaux et a intégré une équipe dans laquelle elle a été recrutée pour ses compétences. C'est important de signaler cette étape parce que le recrutement article 27, même s'il est un recrutement spécifique, ce n'est pas un recrutement sur un emploi donné ou en tout cas préempté. Il n'existe plus d'emploi réservé, hein, cette fameuse typologie qui voulait que on préempte des postes en fonction du handicap des personnes. Ça n'existe plus dans la fonction publique. Aujourd'hui, on ne recrute que sur les compétences. Donc, cette personne a intégré une équipe sur ses compétences, comme tout à chacun, et malheureusement, elle souhaitait, pour éviter une confusion ou des malentendus, permettre à son équipe de bénéficier d'une sensibilisation au handicap sans faire pour autant une stigmatisation. Donc, nous avons procédé en plusieurs étapes avec justement son implication totale. Un prestataire très pointu, spécialiste dans le handicap auditif est intervenu à 3 reprises en 3 temps, c'est-à-dire avec elle pour vraiment répondre à son besoin à elle. Donc, vous imaginez bien que pour cet accompagnement, il a fallu mettre en œuvre l'accessibilité auditive. Il est intervenu également auprès de son manager direct pour justement lui donner les outils, les clés de compréhension. Et troisième étape, auprès de son collectif de travail où il y a eu une présentation globale du handicap, des handicaps, pardon, et une présentation du handicap auditif avec des jeux de rôle pour permettre justement de faciliter la communication. Cette façon d'aborder le handicap a permis de dédramatiser en fait la communication telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire verbale, et a permis à cette équipe justement de progresser en recherchant d'autres modalités de compréhension. Et aujourd'hui, cette personne évolue tout à fait favorablement dans son entité, puisqu'elle a changé de poste pour se permettre de voir encore d'autres choses. Et les collègues ont retenu que il n'y avait pas qu'une seule façon de communiquer. Ça peut paraître assez ludique de dire ça, mais à l'ère d'Internet, où on communique par chat et tout, mais quand on doit communiquer au sein d'une équipe en direct, c'est compliqué de se remettre en question en disant on parle pas simplement verbalement, mais il y a d'autres moyens de communiquer, il y a d'autres façons de faire passer des messages. Et cette collègue nous a fait vraiment progresser. Ça nous a également amené donc à déployer cette sensibilisation de manière généralisée pour permettre justement de mieux se comprendre et de mieux vivre ensemble. C'est un petit exemple de ce qu'on propose aux ministères sociaux, mais qui illustre bien que on a été précurseur, puisque cet exemple date de 2013, donc c'était pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette formation qui est un socle pour véhiculer au mieux justement quelles sont les conséquences du handicap, comment vivre ensemble, comment se respecter avec nos différences, parce que nous sommes tous différents, et quelle que soit la pathologie, ça me semblait l'exemple type à vous donner. J'en ai d'autres, mais je vais peut-être aussi attendre les questions que j'espère au moins nombreuses, mais je ne sais pas si je me trompe.
En tout cas, je pense que vous avez en partie déjà répondu à certaines questions. Pour tout vous dire, il me semble que les questions traitaient notamment ou s'intéressaient à la sensibilisation des équipes qui manifestement, et dans l'exemple que vous venez de donner, est un point important aussi en termes de maintien dans l'emploi. Il ne s'agit pas juste de travailler de manière individuelle et en vase clos, j'allais dire, pour l'agent et pour sa situation. Je parlais d'environnement au début de ce webinaire. Un environnement de travail, c'est aussi un environnement collectif et qui mobilise d'autres personnes. Du coup, je ne sais pas s'il faut travailler ou parler d'accompagnement, mais en tout cas, la prise en compte de la bonne sensibilisation du collectif de travail, de l'agent concerné, semble un point majeur. Et l'un de nos participants nous demandait, justement pour la sensibilisation des équipes, virgule, mais qui intervient? Et il me semble que vous avez donné un élément de réponse en parlant de cette mobilisation du prestataire spécifique. Je vous vois hocher la tête aussi, Florence, et je voulais aussi vous interroger en direct là-dessus. Est-ce que, en termes de sensibilisation, j'allais dire de manière générale ou spécifique au handicap, est-ce que Cap Emploi, lui aussi, peut être sollicité à ce niveau-là? Oui, oui, tout à fait. Donc, nous appuierons donc sur les PASS, les prestations d'appui spécifiques qui ont été présentées précédemment. Donc, en général, ces prestations, elles proposent 4 étapes. Donc, l'évaluation des capacités de la personne, l'identification des techniques de compensation, la mise en place de ces techniques de compensation et enfin, la sensibilisation. Alors, on ne va pas toujours jusqu'au bout. La sensibilisation, il faut que l'agent l'accepte. Et ce qui n'est pas toujours facile, puisque là, pour le coup, on va sensibiliser le collectif de travail au handicap de la personne. Donc, quelque part, donc elle est au centre. Et c'est pas toujours facile de recueillir l'accord de la personne pour que le collectif de travail soit sensibilisé à son handicap. Parce que voilà, donc sur le handicap auditif, par exemple, puisque c'est l'exemple qui avait été donné, il n'y a pas un handicap auditif, il y a autant de situations qu'il y a de personnes. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de sensibiliser au handicap de la personne. Merci encore une fois pour ces précisions. Et là, voilà, on revient sur l'appui que peut constituer Cap Emploi, encore une fois, dans sa notion de coordination et d'orchestration. J'avais une autre question alors qui va peut-être sembler complexe, mais c'est pas grave, je l'attends quand même. En tout cas, je regroupe un certain nombre de questions à travers celle-ci. Et peut-être je m'adresse en premier lieu à vous, Najette. Dans le cadre d'un parcours de reclassement, lorsqu'il s'agit pour l'agent d'envisager un nouveau poste, plein de choses peuvent se mettre en œuvre. Très bien. Comment fait-on, et pardon de vous livrer la question comme ça et difficile, comment fait-on lorsque les possibilités de reclassement, et je parle là clairement de postes ouverts, sont limitées? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que finalement, il n'y a rien à faire ou est-ce que vous auriez soit un exemple en tête, soit des conseils à partager avec nos employeurs qui, pour certains, doivent peut-être faire face à, alors je ne sais pas si c'est une pénurie de postes à pourvoir, mais enfin voilà, en tout cas avec des postes peu nombreux finalement à proposer en matière de reclassement. Alors, merci de cette question qui est extrêmement délicate et complexe. Vous l'avez dit, hein, Benjamin. Je parle évidemment, comme vous l'avez précisé, pour la fonction publique d'État, mais j'imagine que ces problématiques se rencontrent un peu partout, hein, au sein des 3 versants. Si vous le permettez, je voudrais juste faire une toute petite réponse rapide à Florence, parce qu'elle a dit quelque chose de capital, mais qui va également répondre à votre question, à la question posée. Effectivement, vous l'avez compris quand j'ai dit qu'on faisait une sensibilisation au handicap, un O avec un X à la fin. C'était très important justement pour ne pas stigmatiser l'agent. Et j'ai bien précisé qu'on faisait une espèce de présentation globalisante
pour revenir in fine sur le handicap de la personne. Alors, vous l'avez compris dans l'exemple que je vous ai donné, étant sourde, la personne avait forcément un interprète et donc du coup, le handicap, c'était simple à trouver. On n'allait pas faire beaucoup de cachotterie. Mais effectivement, là où c'est très, très important, c'est que la personne ne se sente pas stigmatisée. Il y a d'autres exemples que je pourrais vous donner où justement on ne se permet pas de faire une présentation du handicap spécifique parce que justement on veut éviter les amalgames et que la personne se retrouve en difficulté. Comme vous l'avez dit également Benjamin tout à l'heure et Florence l'a aussi souligné, l'accord de l'agent qui est au centre de son accompagnement, de son parcours, est essentiel et indispensable. Et c'est là où tout se joue parce que, en fait, si on arrive à obtenir cet accord, ça veut dire qu'en amont, tout le travail du microsystème qui s'est constitué autour de cet accompagnement a finalement abouti. Je reviens simplement avant de vous répondre, et je m'en excuse parce que c'est très très important pour nos participants. Vous avez indiqué le rôle du référent handicap. Le référent handicap ne résout jamais quoi que ce soit tout seul. Il le résout seul dans la mesure où il doit établir un lien de confiance extrêmement fort avec les personnes qui l'accompagnent. Et quand je dis les personnes, ce ne sont pas que les agents qui vont être bénéficiaires d'une prestation, mais c'est tout le collectif de travail également. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, quand il y a une mesure de reclassement à envisager, c'est beaucoup plus facile d'avoir à proposer ce type de prestation parce que nous avons été étape par étape. L'accompagnement, c'est quelque chose qui se construit sur la durée. C'est quasiment, moi j'ai envie de dire, une opportunité qu'on donne à un agent pour justement être acteur de son parcours professionnel et non pas simplement de le subir parce qu'il a un handicap. Et vous l'aurez compris, la procédure de reclassement professionnel est extrêmement compliquée à mettre en œuvre, non pas simplement sur un aspect de pénurie de postes, ce n'est pas que ça. C'est aussi, et très très souvent, malheureusement encore, parce que l'agent a peur de qu'est-ce qu'on va lui proposer. Est-ce que c'est un déclassement? Est-ce que c'est finalement pointer du doigt une certaine inaptitude au poste? Mais quand je dis inaptitude, c'est-à-dire pointer du doigt ce qu'il ne sait plus faire. Et là, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Benjamin, c'est le deuil de ce qu'on était et de ce qu'on va devenir, savoir se projeter. Alors, c'est tout un travail qui prend du temps, qui souvent n'aboutit pas, pour multiples raisons. Je vous avouerai qu'au sein des ministères sociaux, ce sont pas des pratiques qu'on a forcément expérimentées, en tout cas qui ont été concluantes, pour deux raisons. Je l'ai expérimenté qu'une seule fois et on est encore en cours justement de travaux pour accompagner l'agent à faire le deuil de ce qu'il ne sait plus faire. Et nous sommes accompagnés justement par Cap Emploi et c'est très très important d'être bien accompagné avec le bon prestataire pour permettre justement d'avancer progressivement et de garder ce lien de confiance qui est la clé, vraiment la clé de satisfaction et de réussite de ce type d'entreprise. Donc j'ai été un peu longue, je suis désolée, mais c'était important de bien démontrer que en fait la période de reclassement n'est pas une fin en soi. Ça ne se construit petit à petit après plusieurs étapes où on a démontré que l'aménagement de poste ne suffisait pas. Et une fois qu'on a intégré que la période de reclassement était quelque chose, c'était une chance pour rebondir, on arrive finalement à progresser. Mais tant qu'on n'a pas réussi à donner cet espoir,
malheureusement, je pense que ce n'est pas encore aussi bien perçu par les bénéficiaires. Merci beaucoup pour, vous n'êtes pas trop longue, enfin on pourrait y passer beaucoup plus de temps sur cette question-là et évidemment elle est fondamentale, mais merci de votre éclairage et de votre vision de cette affaire-là. Alors le temps file et on arrive à la fin de ce webinaire. Je prends sur moi de vous garder encore une petite minute. Alors, une dernière question à laquelle je vais me permettre de répondre très rapidement. L'un de nos intervenants nous demandait quels étaient les moyens de compensation humains en matière d'aménagement de postes et notamment l'aspect aménagement de la charge de travail, impact sur la répartition collective de cette charge, etc., etc. Je comprends cette question comme étant quelles sont comme c'est précisé, hein, les ressources humaines pour être accompagné là-dessus. Je vous dirais, peut-être trop vite, mais c'est pas grave, l'expertise d'ergonomie. Faites appel à un ergonome. La notion d'ergonomie, alors je vous parle de moi une seconde. Pendant très longtemps, je pensais qu'un ergonome avait la compétence simple, si j'ose dire, de préconiser un fauteuil qui va bien, un bureau qui va bien, et puis peut-être un support d'écran. Et alors, je le caricature, mais j'avais vraiment cette vision-là. Et il faut quand même garder en tête que les prestations d'ergonomie, la compétence d'ergonomie vont bien au-delà de la simple préconisation d'un matériel spécifique et particulier. Réfléchir à l'ergonomie d'un poste de travail, c'est réfléchir à l'ergonomie de l'environnement de travail. Et bien entendu que si parfois il est nécessaire de pouvoir aménager de manière matérielle le poste, bien souvent, les préconisations vont aussi traiter de l'ergonomie au sein du collectif de travail. Réfléchir à la charge, réfléchir à la répartition de la charge. Et donc, je conclurai en vous disant, n'hésitez pas à solliciter, par exemple, des prestations de type EPAST, auxquelles vous allez pouvoir, à travers lesquelles vous allez pouvoir bénéficier de cette expertise d'ergonomie, comme je viens de le dire, beaucoup plus large qu'une simple préconisation de tel ou tel fauteuil ou de tel ou tel support d'écran. Une dernière toute petite question, si vous le voulez bien, et qui s'adressera à vous, Florence, parce que je crois que c'est important. L'un de nos participants, qui est dans la partie depuis de nombreuses années, me semble-t-il, puisqu'il nous parle des PSOP, et souligne le fait que, selon lui ou elle, à l'époque, pour les employeurs publics, les prestations spécifiques d'orientation professionnelle étaient limitées. Est-ce qu'aujourd'hui, et notamment pour Inclus Pro, est-ce qu'aujourd'hui, il faut que les employeurs publics aient en tête que cette offre-là est limitée ou c'est une fausse idée qu'on se fait là et aujourd'hui, les ressources sont suffisantes pour pouvoir intervenir auprès des employeurs? Alors, sur notre département, on a un certain nombre de places, mais qui, à mon avis, couvrira largement les besoins des entreprises. Mais effectivement, pour ce qui est d'Inclus Pro, comme à l'époque les PSOP, c'est limité effectivement. Voilà. Et pour revenir sur votre remarque, Benjamin, précédente, donc effectivement, les cap emploi sont des chefs d'orchestre, que parfois il y a de la mise en place organisationnelle au sein des entreprises, mais il faut savoir aussi que le profil souvent des chargés de mission, nous sommes tous ergonomes, psychologues du travail, donc on est quand même en capacité de donner quelques conseils si ça peut s'arrêter là, et effectivement de mobiliser les bons acteurs qui eux vont réaliser les choses qu'on pourrait réaliser mais qu'on ne fait pas puisque on n'est pas là pour ça, on n'est pas attendu pour ça. Voilà, mais on est quand même de sensibilité ergonome, psychologue du travail. Merci beaucoup pour ces précisions importantes, là aussi, s'il en est. Peut-être un dernier mot, Najed, je crois que vous vouliez apporter une dernière précision avant qu'on se quitte. Oui, merci beaucoup, Benjamin. Je voudrais juste que notre auditoire comprenne, ou parte en tout cas avec un élément qui me paraît fondamental, et que vraiment j'en appelle de mes voeux, et je ne suis pas la seule puisque je travaille avec le réseau interministériel des référents handicap et nous travaillons comme ça. Je viens de dire, on travaille en réseau et sincèrement je vous invite tous à travailler en réseau, que ce soit un réseau restreint,
ou que ce soit un réseau beaucoup plus large, n'hésitez pas à faire appel à ce réseau qui est vraiment une mine d'informations inimaginables. Nous sommes tous confrontés aux mêmes problématiques. Nous avons su relever ces difficultés, sûrement pas seuls. Moi, je dis la force du collectif vraiment nous permet justement déjà d'être au bon endroit, au bon moment, au bénéfice de la cause, mais également d'être force de proposition et d'innovation. Donc, travailler en réseau. J'ai la chance de piloter un réseau de référents handicap, mais totalement mobilisé. Ça, c'est pour le micro. Pour le macro, j'ai la chance d'appartenir à un large réseau dont aujourd'hui j'ai l'honneur d'intervenir grâce à l'handicap. Et quand je dis le large réseau, ça peut être les 3 versions de la fonction publique. N'hésitez pas à nous solliciter. Et le dernier point, et là je m'adresse particulièrement à vous, Benjamin, je voudrais quand même que notre public comprenne qu'il est aussi important de travailler en réseau parce que il existe un système de parrainage de référents handicap et ce système justement de parrainage a pour but de vous aider, de nous aider collectivement à faire progresser cette cause de l'inclusion. Donc, n'hésitez pas à participer et à permettre justement les échanges de bonnes pratiques au plus haut, à la plus grande échelle. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Najat, pour ces très belles paroles qui nous touchent. En tout cas, si on peut, à travers le dispositif Handipact, favoriser aussi ces échanges de pratiques, ces soutiens collectifs, écoutez, c'est parfait. Il est 10h05 ou 10h06, 7 même. Je m'excuse de ce délai, mais vous n'en voudrez pas. On a eu quelques problèmes techniques. Et un grand merci à vous, Florence. Un grand merci à vous, Najat, pour votre disponibilité, pour vos éclairages, pour votre souplesse avec ces difficultés techniques. Vous en sortez parfaitement bien, mais bientôt on se reverra en vrai et ça sera beaucoup plus simple. Vraiment, merci beaucoup pour votre disponibilité. Certains et beaucoup d'entre vous ont sollicité sur le chat. Oui, vous aurez évidemment à votre disposition le diaporama qui vous a été diffusé et notamment avec la présentation Cap Emploi. Bien sûr, il vous sera tenu à disposition. Il me reste à vous remercier pour votre écoute, pour votre sollicitude avec ces petits problèmes techniques, en espérant que ça n'a pas eu d'incidence sur voilà, l'importance des messages, je crois, dont on a pu profiter grâce à vous, Florence, et grâce à vous, Najat. Un grand merci à vous. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.